Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette rencontre en endroit où aller où ce soir nous accueillons Eva Darlan et Charlotte Le Saunier. Bonsoir Eva, bonsoir Charlotte. Comment allez-vous Bonsoir. mesdames? Bonsoir Nathalie. Ben moi, je suis très heureuse d'être là et j'ai très hâte de rencontrer Charlotte et de bavarder avec elle. Très heureuse. Alors, ce soir, on vous reçoit pour votre roman Les Bruits du cœur qui est sorti chez Calman Lévy. Donc, pour vous interroger, Charlotte Le Saunier de la librairie Actes Sud à Arles. Il y a aussi 3 librairies partenaires ce soir. On retrouve nos 2 librairies partenaires de toute la semaine qui sont la librairie Le Coin des Livres à Davézieux, la librairie Petite Histoire entre amis à Chenevière-sur-Marne et la librairie Catigore à Aigues-Mortes. Je rappelle à nos amis participants que pour poser des questions à Eva, ça se passe par mon intermédiaire. Vous m'écrivez via l'onglet Converser et je me ferai un plaisir de venir vous les poser. Eva, Charlotte, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure Nathalie. Merci Nathalie, bonsoir. Et bonsoir Eva. Merci de vous prêter à ce jeu de la rencontre autour de ce roman, Les Bruits du cœur, qui est paru en octobre 2020. Alors ça paraît peut-être un petit peu superflu, mais je peux quand même vous présenter un peu. Vous vous êtes engagée très tôt dans une carrière de comédienne. Vous avez tourné avec les plus grands metteurs en scène du cinéma français, mais vous ne vous êtes pas cantonnée à cette réussite-là. Vous avez pratiqué pendant des années le café-théâtre. Il se dit même que vous en avez initié la version féminine. Vous avez eu de nombreux rôles au théâtre et à la télévision. Vous êtes un visage lumineux et familier du paysage culturel français. Mais vous avez aussi, à plusieurs reprises, choisi, je pense, sans doute, de laisser ce visage s'effacer derrière une caméra parfois, mais surtout derrière votre plume, puisque dès 1985, vous avez publié un premier roman, Le journal d'une chic fille, puis des essais qui racontent vos combats et puis vos regards sur notre monde. Parce que l'engagement, nous y reviendrons probablement, est aussi une partie importante de votre rôle public. Mais aujourd'hui, c'est surtout de Marie que nous allons parler. Marie, quand nous la rencontrons au début de ce livre, elle a une quarantaine d'années. Elle est artiste, mais elle vit de la pub. Elle est a priori célibataire, mais vit entourée d'une famille d'amis fidèles. Et surtout, Marie, quand on la rencontre, elle est en deuil. Elle est en deuil d'un deuil qui n'a pas de nom et qui est sans doute un chemin difficile entre tous les chemins. Ce roman, c'est le récit de ce moment de la vie de Marie. Mais pour le raconter, vous remontez en arrière et on tombe aussi avec Marie dans ce gouffre qui s'ouvre devant elle dans l'après de ce deuil. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que c'est comme ça que vous avez conçu au départ ce livre, à partir du début du deuil, ou est-ce que vous êtes parti d'ailleurs, d'un autre point dans le trajet de Marie ? C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu une construction très, pas aléatoire, mais un petit peu brouillonne, qui a fait que j'ai d'abord commencé euh, par le présent, qui était une grosse partie, disons, moins d'un tiers du roman. Et puis ensuite, j'ai mis le passé entièrement d'un coup, en me disant, ben, je me souviens d'avoir vu des films au cinéma où tout d'un coup c'est le présent et puis tout le film c'est le passé. Enfin, on fait ce qu'on veut. Quand on crée, on fait ce qu'on veut. Ça plaît, ça plaît pas, mais on fait ce qu'on veut. Donc, je me suis dit, je laisse ce gros pavé de passé, de flashback au milieu, et puis après, je reprenais au présent. Et puis, ça passait pas. C'était complètement déséquilibré. Il y avait quelque chose de chaotique. Donc, je ne savais pas bien comment faire. Et j'ai acheté au hasard, au vol, comme ça, un livre que je n'avais pas lu, qui était Les hommes ne vivent pas partout de la même façon sur Terre, de Jean-Paul Dubois. Alors, il s'est pas fait, il n'a pas eu de problème, Jean-Paul Dubois. Je veux dire que c'est les petites langues de la Pentecôte qui me sont tombées dessus ce jour-là, parce que j'étais en proie à ce problème, et je tombe sur le livre de Jean-Paul Dubois où il fait un chapitre présent, un chapitre passé, un chapitre présent, un chapitre passé, et hop là, et débrouillez-vous avec ça.
je me suis dit, mais cet homme est un génie, quoi. Il est en train de me sauver la vie, il me sauve mon roman. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un chapitre présent, un chapitre passé et tout ça. Et puis à un moment, j'ai arrêté. Et la troisième partie du livre, ça s'est construit en 3 fois. Tout ça n'a pas été vraiment pensé. Donc je termine ma phrase, au moins la troisième partie du livre est au présent. Donc il y a un mélange passé-présent pendant les deux temps, et le troisième est complètement au présent. Mais ça ne s'est pas, ça s'est construit petit à petit, ça s'est tissé petit à petit, tout ça. Les 3 parties ont émergé toutes seules. Et à un moment, je les ai trouvées et j'ai dit, ben oui, c'est formidable. Il y a un travail qui se fait, il y a un travail qui se fait en dehors de vous et qui tout d'un coup se présente à vous et vous aide et rentre dans votre projet et devient vous. Mais franchement, il y a plein de moments où c'est comme si c'était pas moi qui l'avais voulu, conçu, pensé, mais que ça m'est apparu. C'était là, sous mes yeux, je ne l'avais pas vu. J'ai été très surprise de ça. J'ai beaucoup appris en écrivant ce roman-là. Beaucoup, beaucoup. Dans votre premier roman, vous décriviez une famille déjantée, assez joyeuse quand même. Ici, la famille de Marie, on a l'impression qu'elle est complètement à l'inverse. Est-ce que vous croyez qu'il y a un effet de miroir entre ces 2 textes-là? Ou pas du tout? Vous n'y avez pas du tout pensé? C'était pas du tout de la même… Non, j'y ai pas pensé du tout, bien sûr que non. Le journal d'une chic fille était un livre de commande d'Alban Mitchell parce que j'avais écrit un article pour Le Monde, donc en, je sais pas, 80, je sais pas quoi. Et puis, Alban Mitchell m'a téléphoné le lendemain. Plusieurs éditeurs m'ont téléphoné et ils m'ont dit, ah, on veut absolument un bouquin, on veut un bouquin. Donc, c'était une commande. Donc, il fallait que ce soit gai, drôle, inattendu. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, cette famille-là, non, j'avais besoin que Marie manque de confiance. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas confiance en elle. Comme toutes les femmes, je dirais, à part quelques-unes qui ont pris des habits peut-être de pouvoir, ou peut-être, j'ose pas dire masculin, mais les femmes n'ont pas confiance en elles. Et je voulais que Marie soit quelqu'un qui a été étouffé dans son enfance, au début de sa vie, et étouffé par des parents qui ne lui veulent pas de mal, du tout, du tout, du tout, du tout, simplement. Ils n'ont pas de projet dans la vie, ils n'ont pas. Ce sont des gens qui sont calibrés, qui rentrent dans le moule de toutes choses, qui n'ont aucune fantaisie, j'allais dire aucun avenir, qui n'en veulent pas, et qui sont silencieux. Elle est étouffée par le silence, en fait, Marie. Oui, oui, oui. Et qui élève Marie dans ce silence. Et dans la non-reconnaissance de l'artiste qu'elle est. Elle essaye de rentrer en contact avec sa mère un jour au travers de la broderie et de la décoration de la maison, et ça n'a qu'un temps, c'est un moment qui existe. Il y a une vraie relation entre ces 2 femmes, mais c'est fugitif, c'est passager, parce que c'est hors des codes donnés par ces gens-là, qui sont des gens qui arrivent du milieu de l'agriculture et qui s'installent en ville parce qu'ils veulent réussir. Voilà, donc lui, il est fonctionnaire et elle est femme au foyer, et ils savent qu'ils ont réussi. Ça s'arrête là. Et Marie est quelqu'un d'assez étrange, en fait, dans cette configuration familiale. Elle existe, elle voudrait des choses, elle est dans l'enthousiasme, elle est et bien non. Donc, ils ont partiellement réussi sans le vouloir. Hein. Ils n'ont jamais pas aimé leur enfant. Ils l'ont aimé beaucoup, mais dans le silence. Voilà, c'est des taiseux qui n'ont jamais reconnu Marie comme étant quelqu'un qui pouvait être libre. Et Marie a cru pouvoir se défaire de ça, mais en fait, elle est tombée dans une société qui, à son tour, ne reconnaît pas, là il y a un effet miroir, qui à son tour ne reconnaît pas les femmes artistes, peintres, j'entends,
parce qu'il n'y a pas de place pour elle, quoi. Donc, c'est de nouveau une mise sous le boisseau. Donc, elle travaille dans la pub, oui, parce qu'il faut bien manger, mais elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour créer, elle est faite pour... voilà. C'est une femme qui n'a pas confiance en elle, qui a été élevée comme ça et qui, tout au long de la vie que nous côtoyons avec elle, ne retrouve pas cette confiance. Et c'est pour ça qu'elle va la rechercher inconsciemment à travers un périple très chaotique. Et alors finalement, justement, dans ce périple, s'il y a une chose qui définit constamment Marie, qui peut être la structure, quelle que soit la maturité, les errances de sa vie, c'est l'élan créateur, c'est le geste artistique. Est-ce que vous pensez que Marie, votre personnage, parce que c'est quand même vous qui l'avez créé, aurait pu être autre chose qu'une artiste? Ou elle s'est tout de suite imposée comme ça? Non, c'est devenu ça. C'est devenu ça peu à peu. C'est devenu ça peu à peu parce que... pourquoi? Eh bien, je pense que je voulais parler de la place des femmes dans l'art. De la difficulté Oui, ouais. parfois de l'impossibilité pour des femmes de s'exprimer à travers un art qui ne leur est pas autorisé. Dans l'histoire, on voit ça bien évidemment, dans l'histoire avec un grand H, hein, il n'y a pas de femmes, il y en a très peu, pourtant il y en a eu. Simplement, comme l'histoire est faite par les vainqueurs, on ne va pas chercher ces femmes-là. Il a fallu que des groupes de femmes aillent rechercher dans les archives qui étaient ces femmes peintres, ces femmes artistes, ces femmes poétesses, autrices, voilà, pour qu'on réalise qu'il y en avait. Donc, non, c'est devenu ça. Au début, elle travaillait dans la pub, point final. Ouais, puis après, je me suis dit, non, quand même, c'est pas très riche. C'était beaucoup plus riche de parler d'un échec. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle croit, elle pense que sa vie est un échec, qu'elle a tout, voilà, elle a tout raté. Ouais. En même temps, l'art, c'est son échec et c'est peut-être aussi ce qui la sauve. Hein. Enfin, bon, on ne va pas tout dévoiler. Mais... Non, mais ça, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que de reconnaître son échec, c'est ça? C'est avancer? Non, mais après, elle se sauve par le geste quand même aussi à un moment. Bon, je ne veux pas trop en dire, mais c'est aussi quelque chose qui l'a grandi, qui la rend forte. Elle le paye cher, hein? Ouais. Oui, clairement. Elle le paye cher. Clairement. Pour un résultat magnifique. Ouais. Parce que heureusement, il y a un résultat et il y a à travers cette errance et ce désespoir, ce qu'on pense être du désespoir, il y a la lumière au bout. Elle devient enfin elle-même. Non, et en même temps, chute, et en même temps, je trouve que c'est très important de dire que le malheur ne dure pas. Ouais. Le malheur est grave et on en sort autrement. Et parfois, le malheur est bon. Le malheur vous montre une autre voie. Et ça peut être on peut être sauvé par le malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais c'est exactement l'histoire du livre. Oui, c'est l'histoire du livre. Il y a des lieux qui assez nettement articulent le livre. Il y a Paris, il y a la Camargue chez moi, il y a Montpellier, la Malou-les-Bains. Là encore, ces déplacements qui correspondent à des changements dans la vie de Marie. Est-ce qu'ils étaient présents dès le début de l'écriture ou est-ce qu'ils se sont imposés à travers les personnages qu'elle côtoie? Alors, j'avais des bribes de lieux comme ça. Ouais. Il faut savoir que je ne fais pas de plan. Je ne sais pas où je vais. J'ai un monstre d'histoire. Et j'y vais. Et pareil, quand j'écris scénario ou pièce de théâtre, j'y vais. Et au fur et à mesure, ça se peigne, ça se coiffe, ça se détend, ça se tisse autrement. Et puis, je bifurque, je reviens, voilà. Donc, au départ, ça se passait beaucoup à Paris. Et puis,
un petit peu, je trouvais que c'était beau la Camargue, parce que la Camargue, vue d'ailleurs, je peux vous dire, c'est un autre pays. Et vu d'ici aussi. C'est un autre pays, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Les codes n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît ailleurs en France. C'est quelque chose d'inouï. Donc je me suis dit, c'est génial. C'est une enclave étrangère dans tout un pays. Donc profitons de ça. Donc je suis allée donc en Camargue, mais quand il a fallu quand on était d'accord avec Kalman Levy qu'on fasse ce livre ensemble, il a bien fallu que je développe la Camargue et je n'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller. J'ai pas pu me déplacer, c'était le confinement. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai fait un gros travail de recherche internet, j'ai beaucoup visionné tout ce que j'ai pu visionner. J'étais en relation sur place avec des amis qui, eux, m'ont fait les liens avec les choses très importantes et tout ça. Ce qui fait que, évidemment, j'ai passé beaucoup plus de temps à regrouper de la documentation que si j'avais été sur place. Mais bien sûr, vous Voilà. auriez saisi rapidement. Voilà, en quelques peu de temps. Donc, ça, c'était pour la Camargue. Et puis alors, pour la Malou, je voulais, par contre, dès le départ, je voulais qu'il se passe des choses à Montpellier, à la gare de Montpellier. Ça, je voulais absolument. Parce que je suis allée plusieurs fois à Montpellier pour jouer. Je suis allée à un moment, ma fille vivait là-bas. Enfin bon, Montpellier, je ne peux pas dire que je connais comme ma poche, mais je connais un peu et j'ai toujours été très touchée par le nombre de jeunes qui sont là avec leurs chiens. Ouais. Et cette gare qui vibre, qui vit, qui palpite comme ça. Et je voulais vraiment ça. Par contre, la Malou-les-Bains est un village que je ne connais pas et que j'ai. C'est vrai? Non. Ah, excellent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est excellent parce que ça m'a manqué beaucoup. Ah mais, ouais. mais oui, ça m'a manqué. Donc, il a fallu que je trouve dans le Midi, dans la même région, un village qui soit loin de la Camargue, enfin pas à côté de la Camargue, Ouais, parce que la première partie se passe en Camargue, la deuxième partie, on va dire, se passe à la Malou, et la troisième à Montpellier. Donc, la Malou, les Bains, j'ai cherché sur la carte pendant je sais pas, des jours et des jours, avec Mappy. Alors, je faisais Mappy itinéraire. La distance. La distance. Alors, la distance, parce qu'il fallait, à un moment, elle fait du stop, et il fallait que la distance soit assez longue jusqu'à Montpellier, et en même temps, pas trop. Enfin, c'était un casse-tête incroyable. Il fallait que ce soit beau. J'avais envie du Pic du Loup. J'avais envie du ruisseau. Du ruisseau, d'authenticité, de tout ça. Donc, d'un village avec des pierres. Et tout ça. Donc, j'ai cherché longtemps et j'ai enfin trouvé la Malou et je me suis dit, mais quel nom merveilleux. Ouais. Un nom sublime. Ouais. Donc, voilà, je l'ai posée là. Donc, elle est là, la deuxième partie du livre. Et la troisième, donc, elle redescend jusqu'à Montpellier. Il y a un thème parmi d'autres dans le roman qui peut-être prend beaucoup de place dans le regard qu'on porte sur cette histoire-là. C'est la figure de cet homme que Marie rencontre en Camargue et qui finit par être d'une extrême violence. Pourtant, moi, il ne m'a pas semblé être au cœur de la tragédie de Marie. Qu'est-ce que vous en diriez? Je pense qu'il est l'élément déclencheur sans lequel l'histoire n'aurait pas pu se faire. Il a fallu que cet homme soit là, qui s'appelle Gabriel, comme l'ange en question. Il a fallu qu'il soit là pour que la vie de Marie bascule vraiment. Je n'avais pas vu la métaphore Gabriel-Marie. Ah oui. Donc c'est un ange diabolique, mais quand même, il lui fait vivre des choses effroyables, d'abord merveilleuses, puis effroyables, mais il est comme ça. Il ne veut pas particulièrement la détruire. Il est comme ça. Si ça lui plaît à elle, c'est bien. Si ça ne lui plaît pas, elle s'en va et il n'y a pas de problème.
Il y en aura d'autres après, il y en a eu avant. Gabriel n'est pas ce qu'on peut appeler, pourtant il en a toute l'apparence, mais il n'est pas un pervers narcissique. Non. Un mec, voilà. Il y a juste un problème de communication entre les deux, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Gros problème. Ça comme ça, oui. Non, non, il n'est pas, il est pas dans il veut pas sa destruction à elle. Simplement, il veut se servir d'elle sans. Ouais. Voilà, c'est un bel objet, c'est une belle proie, c'est un trophée. Marie, elle est belle, voilà, elle a du talent. Elle vient de Paris, elle est dans l'art, elle est voilà. Ouais. Mais sans lui, l'histoire n'aurait jamais pu se faire, jamais, jamais. Il a fallu qu'elle le rencontre pour repartir avec cet enfant. Oh, je l'ai dit. On peut le dire. J'ai bien regardé, on peut le dire. Bon. On peut dire Donc, sans lui, ça ne serait pas arrivé. Elle repart, elle est enceinte, elle n'arrive même pas à lui dire tellement il est violent, et elle part. Elle a la chance de pouvoir partir, de trouver assez d'énergie pour partir. Donc sans lui, il n'y aurait pas eu de roman. Donc c'était pas possible. Merci Gabriel. On peut bien sûr et on doit parler des violences faites aux femmes, mais moi j'ai trouvé que ce roman parle aussi des violences que les femmes s'imposent à elles-mêmes. Marie, elle a quand même aussi, elle le reconnaît elle-même, des rêves de poupée mannequin parfois. Oui. Il y a une confusion réelle des sentiments ou des sensations qui faussent la perception des choses et qui de toute façon biaisent les choses. Je pense aussi à Camille. J'ai beaucoup aimé le moment où Camille confond ses émois cinématographiques avec ses émois amoureux, les premiers émois amoureux. Et j'ai trouvé que c'était très, très révélateur de ce truc-là, là, des femmes qui croient que... Camille étant l'amie de Marie, et l'amie d'enfance de Marie, et elle découvre le cinéma itinérant quand elles sont en vacances, toutes petites adolescentes. Elles sont en vacances et elles voient des films, elles voient le jour où elle voit Autant en emporte le vent, elle tombe raide dingue amoureuse du projectionniste. En plus de ça, il est italien, donc. Le trouve beau. Il est très très beau. Il est très beau, il ne le sait pas, il s'en fiche, mais il se trouve qu'il est très beau. Donc effectivement, elle a des émois. Mais vous savez, comment ne pas tomber là-dedans quand on est une fille maintenant, moins peut-être, mais tout est fait pour ça quand même. Tout est fait pour ça, que ce soit les contes pour enfants, que ce soit la société, bien évidemment, les publicités, les parents, voilà, c'est très codé, hein, tout ça. La littérature aussi, hein, parce qu'elle le voit comme un phébus quand elle voit Gabriel, donc c'est bien qu'elle est nourrie de ça aussi. C'est vrai, oui. Oui, elle se trompe, évidemment. Elle croit que l'apparence est équivalente à l'intériorité, mais pas du tout. Elle est... Oui, tous les personnages ont leurs failles, tous. Je n'ai pas voulu faire des personnages qui soient merveilleux. Ils ont leurs failles. Et Marie est une petite fille, oui, Barbie, rêveuse, qui aurait tellement voulu avoir un mari, des enfants, mais en fin de compte, pas du tout. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas vraiment faite pour ça. Elle est faite pour être artiste. Donc artiste, voilà, ça suppose d'autres choses aléatoires. Et voilà. Je sais plus ce qu'on disait. Peu importe. Je trouve que cette histoire se nourrit beaucoup de la richesse des sentiments que des femmes au sein d'une famille, alors qu'elles soient génétiques ou choisies, peuvent développer les unes envers les autres. Tout ce que ça crée entre elles et en chacune d'elles, la sororité, la transmission mère-fille. On sent quand même que ce sont des sujets sur lesquels certainement vous avez pas mal réfléchi, non ? Eh bien, c'est-à-dire que vu la place des femmes dans ces sociétés patriarcales, je ne voudrais pas faire fuir les gens qui nous regardent en disant ça y est, elle va recommencer. Oui, ben oui, je vais un petit peu recommencer. Mais
on a une place extrêmement définie, même si on rue dans les brancards, même si on fait des manifs, même si les choses ne bougent pas vraiment, ça bouge, on avance, puis on recule, et puis voilà, donc bien évidemment, je crois que la base des relations entre femmes, c'est la sororité, bien évidemment, c'est la solidarité et la place qu'on a, ben, on essaye de se la faire, on essaye de jouer des coudes et de partager un petit peu ce pouvoir qui nous écrase, nous, et qui écrase aussi les hommes. Je tiens à dire que le patriarcat ne s'adresse pas qu'aux femmes. Le patriarcat, pour les hommes, les oblige à être conquérants, à être vainqueurs, à avoir des résultats positifs en toutes choses, y compris en amour. C'est très, très compliqué aussi d'être un homme, quoi. Essayons de partager, essayons de vivre main dans la main, épaule contre épaule, et d'avancer ensemble. Et je pense que tout sera beaucoup plus harmonieux et plus doux. Oui, je connais bien la place de la femme, des femmes dans cette société, oui. Et si j'ai voulu faire ce livre, c'est aussi pour parler à travers une histoire. C'est une histoire, je ne défends aucune cause dedans. Il se trouve que voilà, je raconte une histoire, l'histoire d'une femme, voilà, qui chute, qui, euh, qui vit des choses qu'elle n'aurait jamais envisagées, jamais souhaitées, pour lesquelles elle n'était pas bâtie, elle n'était pas prête à ça. Comment ne pas parler des femmes quand on raconte l'histoire d'une femme? Mais ce que j'ai trouvé vraiment très riche, c'est que vous montrez aussi les failles qu'il y a dans ces relations, que parfois cette mère qui Ah oui, a fini par se taire, finalement, peut-être que c'est elle qui a fait avec tout son amour du mal à Marie. Peut-être que cette sœur, puisque c'est une presque sœur, Camille, finalement, peut-être que parfois c'est aussi encombrant ou oui. Non, fragile. vous avez raison, et je n'ai pas complètement répondu à votre question précédente. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que il ne s'agit pas du tout de la place des femmes dans cette société, il s'agit des relations entre personnes. Ouais. Et bien sûr que Camille, l'amie de toujours, le témoin de sa vie, etc., Camille va bien. Camille est positive. Camille peut-être éteint Marie. Peut-être que Camille, leur amitié, peut-être qu'elle est nocive. Et j'ai voulu vraiment questionner l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Au point d'être effectivement sœur, est-ce qu'il n'y a pas toujours la prédominance de l'un sur l'autre, de l'une sur l'autre? Dans l'amitié, est-ce qu'il n'y a pas, comme dans l'amour, un vainqueur, un vaincu, et que parfois ça s'inverse? Est-ce que les relations sont vraiment égalitaires? Est-ce que les relations sont vraiment harmonieuses? Donc j'ai voulu parler de ça et j'ai voulu questionner ça. Et Camille est trouble, parce que Camille va toujours bien et Marie va toujours mal. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et Marie, dans son désespoir et dans sa quête d'ailleurs, elle ne cherche rien, elle se laisse aller. Dans sa chute, réalise ça, réalise que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si par hasard, cette amie si chère n'existait que parce qu'elle va mal. Et si Camille, par hasard, allait bien parce que Marie va mal. Et si euh, elle agissait pour que Marie continue d'aller mal. Voilà, ça C'est rude. Écoutez, je pense qu'il peut y avoir aussi de la perversité dans l'amitié. Mais bien sûr, il y a des femmes perverses. Ce n'est pas le domaine que des hommes, c'est des êtres humains. Il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Enfin, il y en a, hein. J'en connais, j'ai des noms. Pas de nom, pas de nom, pas de nom. On nous écoute. Justement, moi, je voulais vous poser la question de la place, parce que Camille a une grande place dans le roman. C'est pas seulement dans la vie de Marie, elle a une grande place dans la narration. On est souvent sur l'épaule de Camille. Est-ce qu'elle a envahi le roman comme elle envahit parfois la vie de Marie? Comment vous l'avez circonscrite, Camille?
Non, en vérité, c'est le contraire. J'aurais voulu écrire plus sur Camille, j'aurais voulu écrire plus sur sa relation avec son mari, plus, mais à un moment, il faut recentrer les choses. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Marie. Donc à un moment, il a bien fallu que je me défasse un peu de... Ben, Elle vous a envahi. moi aussi, elle m'a envahi, Camille. Mm. Elle m'a envahi parce qu'elle est séduisante, elle est attirante, elle est gaie, elle est positive, elle est toujours là, toujours présente. Ça va mal, hop, elle est là. Et elle fait tout ce qu'il faut pour que tout aille bien. Donc, et quand elle rentre chez elle, elle est tellement originale. Elle a des relations très particulières avec son mari, avec ses enfants. Elle ne dit jamais, c'est un électron libre, Camille. Elle ne dit jamais quand elle sort, elle ne dit jamais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais elle ne veut pas qu'on lui demande non plus. Et les enfants font ce qu'ils veulent, à condition qu'ils soient premiers à l'école. Mais ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est une famille qu'elle a calibrée exactement selon ses désirs. Et on se dit, mais c'est une femme, mais elle est merveilleuse. Ouais. Elle est toujours là quand il faut, etc. Je ne sais pas si elle est merveilleuse, Camille. Elle n'existe. Si elle l'est. Mais parfois, côtoyer le merveilleux, c'est pas fantastique. Elle est aussi, elle n'est pas que merveilleuse. Elle n'est pas que merveilleuse. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait il est probable que Marie retrouve, comment dire, se retrouve parce que Camille est allée un peu trop loin dans le sauvetage. Il n'est pas impossible que ce soit ça qu'il est tellement, qu'il lui a mis tellement de banderilles que tout d'un coup elle se réveille. Ça commence quand même à partir de là à peu près, hein, son renouveau, sa résurrection. Il y a aussi cette histoire de maison, de lieu qu'on habite ou qu'on n'habite pas du tout, de maison et de souvenirs d'enfance, de maison comme miroir de soi ou de ce qu'on croit être. Ça aussi, c'est un sujet qui vous occupe? C'est un rapport avec l'enfance, le lien qu'on entretient avec elle? Parce qu'il y a ça aussi, l'histoire du rapport qu'a Marie avec son enfance, qu'elles ont toutes les deux avec leur enfance. Ouais, bah, c'est-à-dire que l'enfance, elle croyait que ça allait durer toujours dans cette espèce de parenthèse de bonheur qu'elle avait l'été avec de ravissement absolu avec Camille, le ruisseau, la campagne, et puis finalement une liberté. Oui, elle pensait que tout ça allait durer. Les maisons, je ne sais pas. C'est un lieu, effectivement, si on peut penser qu'au moment où elle retrouve sa maison d'enfance, c'est peut-être c'est une protection, c'est là où elle va se réfugier, oui. Est-ce que oui, je dirais, c'est psychanalytique, j'imagine. C'est l'utérus, c'est maman, c'est hors du temps, hors de l'époque, hors de la société, hors du monde. Elle va se réfugier là, comme on va se réfugier dans les bras d'une maman, ouais. Ouais. En même temps, elle la quitte. C'est là Et c'est là que ça va mal. Que ça va mal ou que ça va mieux. Hein. Enfin, c'est peut-être aussi le début. Enfin, on pourrait l'autre. Ouais. C'est un livre tragique parce que le destin de Marie est tragique. Et en même temps, on sent très souvent, régulièrement, poindre l'humour. Et moi, j'ai eu l'impression que Marie, elle n'en a pas beaucoup d'humour. Je trouve qu'elle n'est pas assez détachée pour avoir de l'humour. Est-ce que c'est les personnes autour d'elle qui en ont ou c'est parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous exprimer comme ça? Bon, franchement, c'est difficile que je m'en passe de l'humour. Ouais, c'est ça. C'est très, très difficile. Ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Quand Camille rencontre son mari qui s'appelle Robert, comment ne pas penser qu'il s'appelle Bob et que ça a un son de rebond de balle et qu'il pourrait s'appeler aussi Jboing ou des trucs comme ça. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher. Je n'aime pas le pathos. Le pathos me repousse. Je repousse le pathos. Donc, j'ai besoin de temps en temps d'une soupape d'humour.
j'en ai besoin et je trouve que ça soulage un peu. C'est un peu quand c'est un peu trop dur, ça soulage. Mais Marie n'est pas drôle, non, elle n'est pas drôle. Non, elle n'est pas drôle. Elle comprend l'humour, mais elle n'est pas drôle. Bah, si elle était drôle, ça voudrait dire qu'elle a une seconde vue sur toute chose. Ouais, c'est ça quand même l'humour, hein, c'est d'avoir une seconde vue, une distance et d'envisager les choses comme pouvant ne pas être telles qu'on vous les présente. Non, elle n'a pas ça, elle souffre trop, quoi. Elle souffre trop. C'est une femme souffrante, mais elle va aller mieux. Alors justement, moi je vais pas parler de la grande souffrance de la vie de Marie parce que je peux juste dire aux gens qui n'ont pas encore lu le livre que c'est très poignant, son deuil, mais je veux pas en parler parce que je sais qu'on va en dire trop, donc je veux pas. Mais même si pour le reste non plus, il faut pas trop dévoiler l'intrigue, on peut quand même souligner cette immersion dans deux milieux très particuliers. Il y a celui de la rue des SDF. Et puis, il y a une communauté Emmaüs. Et là encore, je voulais quand même vous demander comment vous aviez fait pour... Alors, est-ce que vous avez lu, vous êtes documenté ou vous avez rencontré des gens? Parce que c'est assez troublant, quoi, la réalité de ce... Eh bien, tant mieux. D'abord, tant mieux. Ça me fait plaisir. Moi, cette histoire me taraudait depuis déjà quelque temps. Et à l'occasion d'un de mes voyages à Montpellier, comme je fouine toujours, que j'adore les brocantes, tout ça, je suis allée chez Emmaüs de Montpellier, à Saint-Onès. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce lieu extraordinaire. La directrice était extraordinaire aussi. Elle m'a présenté tous les compagnons et tout ça. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir vivre avec eux un peu. Ils m'ont accueillie. Et oui, et je suis restée à peu près 8 jours chez eux. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et je voulais surtout pas dire de bêtises. Et voilà, là, j'ai fait un reportage. C'était un peu... tout est vrai de ce que je dis. Tout est vrai. C'est-à-dire le lieu, les emplacements, la façon de fonctionner au moment où j'y étais. Parce qu'au moment où j'y étais, ça n'était pas mixte. Maintenant, je vais faire une signature à Emmaüs de Saint-Onès, la fin mai. Maintenant, c'est mixte. Mais quand j'y étais, ça ne l'était pas. Et je trouvais ça très intéressant qu'ils accueillent une femme dans ce monde d'hommes cassés. Et c'était beau aussi de se dire, ben voilà, Emmaüs, ça répare les objets, ça répare les lieux, ça fait du neuf avec du vieux. Et ben Marie, elle va se retricoter là-dedans, quoi. C'est des gens que je respecte infiniment. Et voilà pourquoi je suis très contente que ça marche. Je suis très contente que... c'est beau, c'est un bel hommage. Ah, c'est super. Ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'était important pour moi de leur rendre ce qu'ils ont construit. Et la rue, les SDF? Les SDF, j'ai connu un peu ça parce que j'ai fait des maraudes. D'accord. J'ai fait des maraudes à Paris en cherchant des femmes dans la rue pour leur donner des kits d'hygiène avec des assos. Oui, j'ai fait ça, donc je sais aussi de quoi je parle un peu, mais je n'ai pas vécu dans la rue. Non, je n'ai pas vécu dans la rue. Enfin voilà, donc entre reportages, documentaires, fiction, j'ai essayé d'entrer dans la littérature à mon niveau et d'essayer de faire un bel objet en plus d'une belle histoire. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Charlotte. Merci beaucoup. Et Charlotte, vous restez là pour les questions. Oui, vous partez je reste là pour les questions. Je vous garde toutes les deux. J'ai chaud. Mais non, tout se passe très bien, Eva. Tout se passe très bien. Vous avez été parfaite. Il n'y a que des messages, vous êtes passionnante. Et le premier message, justement, je vais vous le lire, il vient de Fanou, qui dit « Eva est passionnante dans sa narration sur son livre et la description des personnages. Marie et Camille sont attachantes, tout comme Eva. » Vous voyez.
Vous avez de beaux messages qui arrivent. Mais il y a aussi des questions. Alors, la première question, elle revient justement sur la Camargue. Et c'est Amélie qui la pose. Est-ce que le fait de fantasmer la Camargue ne vous a pas plus servi que d'aller sur place? C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Bah, probablement, en fait. Parce que, bon, moi, j'avais des images, un peu des images d'Épinal de Camargue, mais je ne savais pas bien comment ça fonctionnait une manade, les manadiers, les gardiens, quelle était la hiérarchie, combien ils gagnaient, comment se passait un abrivade. Donc, tout ça, je l'ai découvert théoriquement. Enfin, j'ai fait mon maximum pour que ce soit vrai et un peu vécu comme ça, que ça soit au moins. Mais j'ai essayé de décrire l'arrivée d'une abrivade dans Arles en me disant, en voyant, revoyant le même documentaire sur les chevaux qui partent, qui arrivent et sur voilà. Donc je me suis dit, allez, laisse-toi aller et puis essaye d'imaginer et la force et les vibrations dans le ventre que ça peut faire et puis et les naseaux des chevaux et les voilà et puis la confusion que ça peut apporter quand on voit un gardien au milieu de ces bêtes. On doit se dire waouh, toi c'est quand tu veux. Et c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle se laisse avoir par ses sensations, à vrai dire. Il y a un message qui vient d'arriver d'Alain Mayor, Eva, qui vous dit: j'ai toujours le scénario des bruits du cœur. Souvenir et il vous embrasse. Donc, je viens de transmettre le message. Oui, oui. Il y a eu de tout pour les bruits du cœur. Il y a eu scénario, roman, adaptation théâtrale. Et maintenant, je suis en train de réaliser l'adaptation théâtrale. Voilà. Ah, Oui. et vous jouerez dedans? Ben Ou non. pas? Non. Elles ont 40 ans, les filles. Bah, ça va très bien. Vous pouvez trouver un autre rôle, hein. Vous pouvez vous inventer un autre rôle. Les auteurs inventent bien des histoires. Vous avez inventé une histoire. Vous pouvez très bien inventer un rôle pour vous. Non, non, je ne peux pas. C'est l'adaptation du roman. Donc, non, non, mais on travaille, ça y est, avec mon producteur, on travaille sur la distribution et sur la faisabilité. Ça ne va pas être tout de suite, hein. Si vous avez remarqué, il y a un petit peu quelques soucis avec ce métier, mais bon. Oui, sur le spectacle vivant. Alors justement, il y a une question de Fanny par rapport à votre premier métier de comédienne. Est-ce que se glisser dans un personnage que l'on écrit est plus facile ou plus difficile que dans un personnage que l'on joue? Écoutez, je pense que c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Il s'agit de trance. Il ne s'agit pas d'autre chose que de trance. Et quand on y est, on y est. Il y a des pages, moi je sais que c'est pas moi qui les ai écrites. Il s'est passé un truc qui fait que à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a 5 minutes, j'ai regardé l'horloge, il était 9 heures du matin, là il est 4 heures de l'après-midi, mais c'était il y a 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il s'est passé un état où j'étais pas là, mais j'étais là quand même, puisque c'est moi qui tapais. Mais voilà, je suppose que c'est ce que d'aucuns appellent l'inspiration, les muses, etc. Moi, je parle d'état de transe, parce que sur scène, vous savez, quand on sort de scène, on met au moins 2 heures à redescendre. C'est pas normal, hein. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est la même chose. Quand j'écris, mais je suis dans un état, mais je pleure, mais je sanglote quand c'est triste. C'est affreux. Il y a des passages dans le livre, mais je sanglote. D'autres où je ris, mais comme une baleine. Enfin bon, je vis les choses, je les vis vraiment. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai une formation d'actrice? Est-ce que c'est parce que je suis cinglée? Est-ce que c'est parce que je suis fragile? Est-ce que c'est parce que je suis talentueux? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui échappe, moi, m'échappe. Que ce soit l'écriture ou le jeu, il y a des choses qui se passent qui font que avec la technique, pourtant, la technique est là. Malgré tout, je parle de trans. Voilà. Et alors justement, moi je vais rebondir là-dessus. Est-ce que Camille ou Marie vous ont emmené à un endroit où vous ne vouliez pas aller dans l'écriture et que finalement Oui, vous y êtes allé? Super question. oui, oui, dans le sexe.
J'ai tellement détesté Gabriel, mais tellement détesté que je voulais m'en séparer et il m'a collé comme un scotch. Il voulait pas partir, il voulait pas partir. Et ça aurait pas dû durer tant que ça, quoi. Et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré. Et, et il fallait y aller, et il fallait y aller, et j'avais horreur de ça, horreur de ce qu'il faisait, horreur de cette dictature du sexe, horreur de l'emprise par le sexe. J'avais horreur de ça, et je voulais m'en dépêtrer, et ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais Et pas. alors maintenant, ils vous ont quitté tous ces personnages ou ils sont encore un peu avec vous? Oh ben non, moi je me les trimballe maintenant, ils sont avec moi. Oh ben non. Oh non, on a fait un beau bout de chemin ensemble et c'est pas fini parce que il y a la pièce de théâtre qui, Oui, là, donc qui existe et ils qui vont va revenir. commencer à se mettre en place. Donc non, non, on n'en a pas fini ensemble. Non, non. Il y a une question là qui vient d'arriver sur, parce qu'ils sont très curieux les lecteurs. Donc, Quelles héroïnes de la littérature avez-vous incarné dans votre carrière de comédienne? Ou si vous n'en avez pas incarné, lesquelles auriez-vous aimé incarner? écoutez, je crois que j'aurais aimé incarner euh, toutes les femmes, toutes les adaptations talentueuses. Voilà. Une adaptation médiocre, même avec un personnage magnifique, ça ne m'aurait rien dit du tout. Et je n'en ai pas, j'ai pas, non, jamais, jamais. J'ai très peu. Ah si, Madame, j'allais dire Madame de Guermantes, non, pas du tout. Jules Renard, il y a eu une adaptation de Jules Renard. Oui, oui, j'ai joué une cocotte. C'était bien. C'était bien. Il faut dire que l'adaptation et le réalisateur étaient tellement merveilleux. C'était formidable. Oui, oui, c'était bien. Non, ça ne s'est pas trouvé plus que ça. J'ai fait beaucoup de créations, beaucoup de choses modernes, beaucoup de... Voilà. Alors Virginie se demande, après avoir passé autant de temps sur l'écriture d'un livre, une fois terminé, est-ce que ça laisse un grand vide? Oui, oui, ça laisse un grand vide, oui, vraiment. Quand c'est fini, ben, moi, comme, je pense, comme beaucoup, enfin, moi, je gère, gère, je erre. Gère pendant de chez moi, je tourne en rond, j'essaye de sortir, mais ça ne m'intéresse pas, j'essaye de me retrouver un autre projet, mais ça ne vient pas. Il me manque quelque chose, c'est physique, c'est vraiment physique. D'abord, la posture assise pendant 8 heures par jour, on n'en a plus. Et puis, c'est fini, ça vous appartient plus du tout. Ça appartient à personne. Ça va à l'aventure. Un livre, ça va à l'aventure. C'est comme, voilà, il prend le large. Voilà, c'est ça. Il prend le large et puis, ben, bye bye. Bonne route surtout. Et j'espère que tu feras de belles rencontres, mais que faire d'autre, hein? Non, ouais, c'est pas des moments formidables. Alors, vas-y, allez-y. Alors, vous avez cité tout à l'heure un livre de Jean-Paul Dubois qui était le Goncourt 2019. Quelle lectrice êtes-vous, Eva Darlan? Qu'est-ce que vous lisez? Je lis pas. Vous lisez pas? Non. Bon. Alors, J'ai Charlotte, qui est une lu, formidable libraire, j'ai lu tellement, tellement, tellement. Il me fallait un livre par jour jusqu'à ce que je rencontre des livres de sociologie. Et là, oh, sociologie, psychanalyse, ethnologie, tout ça, je les ai dévorés. Et je suis rentrée dans la compréhension, euh, l'étude de la société, l'étude des comportements et tout ça. Donc, à côté de ça, c'est difficile de se dire, ah ouais, je comprends le comportement là, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il fait des cauchemars la nuit et que le matin, je m'en fous. Alors voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et beaucoup gardé, toujours maintenant, des livres. Alors maintenant, faut pas que je lis Delphine de Vigan, c'est très je bien. lis Jean-Paul Dubois, je lis je lis, voilà, je lis. Je suis pas une folle.
Ah, et pourtant, hein, je les achète, les bouquins. Je les achète. Là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai Le génie lesbien. Alors oui, j'ai aussi tous les livres qui se rapportent à un sujet. Mm. Un sujet. Et ça peut aller dans la fiction. Mais les fictions, moins. Alors quand je dis je lis pas, voilà, c'est pour faire un mot. Mais moins. Je lis moins les fictions que des livres de témoignages, des livres ouais, de sciences humaines. Voilà. Et puis peut-être qu'en avançant dans l'âge, je vais peut-être me mettre à lire des livres d'histoire et à aimer Stéphane Bern, à le savoir. Alors là, sous la main, nous avons Charlotte, qui est une très bonne libraire. Charlotte, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller comme lecture à Eva? Et voilà, Eva va noter le conseil lecture que vous allez Ah lui ouais. donner. Qu'est-ce qu'elle pourrait lire, Eva? Magnifique livre de Fiona Kidman, qui est une auteure néo-zélandaise. Et Sabine Vespizer en a publié la traduction. C'est Albert Black. C'est un livre qui se passe en 1955 et qui raconte le destin d'un petit gars irlandais qui arrive en Nouvelle-Zélande, qui se retrouve un peu malgré lui dans une mauvaise position. Et c'est un exemple de ce que peut la littérature dans le vrai monde, parce que vous ressortez avec une grande claque et ça traite de la peine de mort et c'est juste éblouissant parce que c'est beau et parce que c'est vrai et parce que c'est formidablement convaincant. Voilà. Oh, bah, écoutez, ça y est, alors ça, je l'ai noté. Voilà, dès demain. Donc, du coup, Eva, je vous contacte, je vous laisse 2 mois. Dans 2 mois, je vous recontacte pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre. De Ce sera le Albert challenge. Black. Ah, vous pouvez même m'appeler avant parce que je vais le faire vraiment. D'accord. Ouais, lisez-le, je suis sûre que ça vous plaira. Alors, il y a encore des lecteurs très curieux, Eva. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train d'écrire? Alors en ce moment, figurez-vous que j'ai comme projet un livre qui se passe au Congo. Ça va Mais, être compliqué, ça. il y a un mais, il y a un Oui, mais. bah oui, les Difficile. déplacements. Voilà. C'est Mais vous ça, allez fantasmer le Congo. Vous allez fantasmer le Congo. ben, ça va être difficile parce que c'est un Congo qui se passe en 1960 Ah et de oui. nos jours, en deux parties. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment mal avec cette histoire. C'est une histoire que je me trimballe sous le bras, que je veux absolument écrire. Et j'ai besoin de documentation. Et franchement, ici, j'ai un petit peu tout essayé en confinement. Je n'arrive pas à trouver les bonnes personnes qui aient des documents, des archives de 1960, des archives filmées de préférence, de 1960, qui était le moment de la décolonisation, un peu dans le monde. Donc, comment je vais faire avec ça? Je suis très embêtée. Je suis très embêtée parce que j'ai commencé à écrire tous azimuts là-dessus, de n'importe quel éclairage, n'importe quelle facette. J'ai commencé tout ça. Je peux pas sans y aller. Donc, j'ai très hâte, j'ai vraiment hâte qu'on nous enlève cette soupape et qu'on puisse se balader un peu. J'ai ça, euh, j'ai d'autres choses. J'ai un dictionnaire qui me plaît bien, qui est déjà pas mal avancé. Et puis, ben, j'ai un projet là, mais alors ça, c'est pas écrit du tout, une saga qui commence en Espagne et qui se termine dans le nord de la France. J'ai envie de dire une saga, ça vous va bien parce que moi, mes souvenirs de jeunesse qui sont associés à vous, c'est quand même le Château des Oliviers de Frédéric Évrard et Louis Vielle. Donc, du coup, que Eva Darlan écrive une saga, c'est bien. C'était un beau sujet, hein, c'était magnifique, hein, c'était superbe. Hein. Donc voilà, je vais écrire le Château des Oliviers, mais en Espagne. Alors, on vient de me mettre un petit commentaire. Vous avez les archives audiovisuelles Sonuma, qui est un site belge. Alors, ça s'écrit Sonuma. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui vous ont entendu, qui ont des archives, vous pouvez nous contacter par mail à unendroitoualler@gmail.com et nous, on transmettra bien évidemment à Eva Darlan. Ah oui, j'en ai vraiment besoin. Oui, oui, j'en ai vraiment besoin. Congo, Katanga, bien évidemment. Pourquoi faire simple? Oui, bah oui, évidemment. Hein, D'abord. autant faire Alors, compliqué.
Je vais rappeler que les bruits du cœur sont disponibles donc chez Charlotte Le Saunier à la librairie Actes Sud à Arles. Ils sont aussi sur les tables de librairie de la librairie Le Coin des Livres à Davézieux, à la librairie Petites Histoires entre Amis à Chenevière-sur-Marne et à la librairie Catigore à Aigues-Mortes. Avant de vous donner le mot de conclusion, chère Eva, je vais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre livre. Merci beaucoup, Charlotte, d'être revenue dans ces rencontres. Demain, on prendra la direction de Buenos Aires, où on aura l'honneur d'avoir Camilla Sosa Vigada pour son livre Les Vilaines. Alors, je rassure tout le monde, alors c'est sorti aux éditions Métellier, je rassure tout le monde, la rencontre est en espagnol, mais il y aura une interprétation en direct. Voilà. Eva, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je suis tellement heureuse d'avoir pu parler profondément de ce livre. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Nathalie, d'avoir permis ça. Et je suis très, très heureuse. J'ai eu l'impression de nager dans un lac. C'était magnifique. Merci encore, vraiment. Je suis très touchée. Merci à vous. On remettra donc la référence de Charlotte pour que tout le monde puisse lire Albert Black. Eva, je vous recontacte donc dans quelques jours, le temps que vous le lisiez. Et puis donc bonne chance Au Bruit du Cœur qui sont sortis chez Calman Lévy. Je vous souhaite à toutes les deux une belle soirée et je donne rendez-vous à tout le monde demain à 19h. Bonne soirée, mesdames.